J'ai aperçu une illumination qui se déplaçait par rapport aux étoiles. Nous avons eu la présence d'esprit de ne pas crier « Houston, il y a une lumière qui nous suit ». Techniquement, il s'agit donc d'un objet volant non identifié. À son retour de la Lune, Buzz Aldrin n'était plus le même. La mission fut qualifiée de plus grand triomphe de l'humanité. Mais ce qu'il avait vu là-haut était bien différent de ce que nous avions imaginé. Et il a dit que cela l'avait changé à jamais. À un moment donné, alors que nous étions à la surface de la Lune, et je pense même que c'était le cas lors de nos sorties extravéhiculaires, une pensée diffuse m'est venue à l'esprit. De nouvelles preuves viennent aujourd'hui étayer ces affirmations et obligent les scientifiques à se poser la même question. Qu'a réellement vu Buzz Aldrin sur la Lune? Le moment qui a bouleversé le monde. Lors d'une interview télévisée marquant l'anniversaire d'Apollo 11, Buzz Aldrin. L'astronaute d'Apollo, devenu le deuxième homme à marcher sur la Lune, était assis en face d'un journaliste répondant à des questions habituelles. Les projecteurs étaient braqués sur lui. Les caméras tournaient et l'équipe s'attendait à un récit paisible des premiers pas de l'humanité sur un autre monde. Mais un événement inattendu se produisit. Lorsque le journaliste lui demanda ce que la Lune représentait pour lui après toutes ces années, Aldrin s'arrêta. Ses mains se figèrent. Ses yeux s'emplirent de larmes. Et pendant plusieurs secondes, il resta silencieux. Puis, d'une voix basse et tremblante, il murmura « La Lune n'est pas ce que vous croyez. » Le journaliste hésita, ne sachant que répondre. Un silence de mort s'abattit sur la salle de contrôle. Pour un homme qui avait jadis incarné l'excellence humaine, cette émotion soudaine semblait déplacée. Aldrin ne chercha pas à l'expliquer ni à la minimiser. Il se contenta de se pencher en arrière sur sa chaise et de détourner le regard comme s'il se souvenait de quelque chose d'indicible. D'après les témoins, l'atmosphère en studio a radicalement changé. Le héros sûr de lui, qui incarnait jadis la victoire, paraissait désormais fragile, ébranlé et profondément humain. Ceux qui ont vu Buzz Aldrin parler de la Lune ces dernières années affirment que ses émotions les prennent souvent au dépourvu. Dans certaines interviews, sa voix tremble ou ses yeux s'emplissent de larmes lorsqu'il évoque l'alunissage. Les journalistes qui ont revu ses interventions passées ont remarqué que son ton change à chaque fois qu'il parle de la Lune. Parfois, il semble fier. Parfois, il était mal à l'aise. Comme si ce souvenir lui pesait plus lourd qu'il ne le laissait paraître. Dans une interview de 2019, sa voix s'est brisée lorsqu'il a décrit le silence de la surface lunaire. D'anciens collègues ont raconté que même en privé, il lui arrivait de s'interrompre au milieu d'une phrase lorsqu'il parlait de la vue de la Terre depuis l'espace, comme s'il cherchait ses mots. Ceux qui le connaissent le mieux décrivent deux facettes de Buzz Aldrin. En public, il est rigoureux et enthousiaste, toujours prêt à soutenir de nouvelles missions et à s'exprimer sur l'avenir de l'exploration spatiale. Mais en privé, il est plus silencieux et souvent plongé dans ses pensées, comme si une partie de lui n'était jamais vraiment revenue de la Lune. Cette brève déclaration « La Lune n'est pas ce que vous croyez » a laissé le monde perplexe. Était-ce du regret, une révélation ou un avertissement? Nul ne pouvait le dire. Mais la réponse ne se trouve pas dans cette interview. Pour comprendre cette voix tremblante, il faut remonter au début à la mission qui l'a poussé plus loin que quiconque auparavant. Construire l'impossible. En juillet 1969, des milliers de personnes se sont rassemblées au Centre spatial Kennedy en Floride, tandis que des caméras du monde entier étaient braquées sur une seule fusée. Les journalistes remplissaient les tribunes micro en main, attendant que l'histoire commence. La Saturn V culminait à 111 mètres, la fusée la plus puissante jamais construite. Ce n'était pas le vaisseau spatial lui-même, mais le lanceur conçu pour l'envoyer au-delà de l'attraction terrestre. À son extrémité se trouvait Apollo 11, transportant 3 hommes, Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin, pour un voyage vers un lieu jamais atteint par l'homme. Apollo 11 n'était pas le fruit du hasard ni de rêve. C'était l'aboutissement d'années d'essais de planification et de prise de risque.
Plus de 400 ingénieurs techniciens et scientifiques avaient œuvré à sa réalisation. Chaque boulon, chaque circuit, chaque interrupteur de commande avait été examiné à maintes reprises. Une simple défaillance aurait pu détruire la fusée et ses occupants. Tous ceux qui travaillaient sur le programme savaient que le succès et l'échec ne tenaient qu'à une fraction de seconde. Le matin du 16 juillet, les astronautes arrivèrent au complexe de lancement 39A. Vêtus de combinaisons pressurisées blanches et de casques, ils saluèrent brièvement les caméras avant de monter dans l'ascenseur qui les conduirait au sommet de la fusée. À l'intérieur du module de commande, ils prirent place dans d'étroits sièges cernés d'interrupteurs d'écran et de câbles. Pendant 2 heures, ils restèrent sanglés tandis que les techniciens effectuaient les dernières vérifications et que les conduites de carburant sifflaient sous eux. Le monde entier s'écoulait avec eux. À 9h32, les moteurs s'allumèrent. Le sol trembla et des flammes jaillirent de la base de la fusée. Le bruit était si puissant qu'il fit trembler des bâtiments à des kilomètres à la ronde. La fusée commença à s'élever lentement, puis prit de la vitesse jusqu'à disparaître de la vue. Le rugissement s'estompa alors, et le contrôle de la mission passa entièrement à l'espace. Apollo 11 était en route. À l'intérieur du vaisseau, les violentes secousses firent place à un silence quasi total, hormis le bourdonnement des systèmes de survie. L'équipage observa la séparation nette du premier étage, puis celle du second. L'étage SIB s'alluma et propulsa le vaisseau à une vitesse d'environ 38,6 km/h. À Houston, les contrôleurs suivaient chaque seconde grâce aux données de télémétrie, tandis que les astronautes procédaient aux vérifications des systèmes. Une seule erreur pouvait encore tout compromettre. Selon les rapports de mission, le rythme cardiaque d'Aldrin est resté stable lorsque le vaisseau spatial s'est affranchi de l'attraction terrestre. Pendant 3 jours, ils voyagèrent dans l'espace en direction de la Lune. Par leur hublot, la Terre rapetissait jusqu'à ressembler à une bille brillante. La Lune, quant à elle, grossissait d'heure en heure. Le voyage fut long et éprouvant, mais tous les relevés indiquaient que la mission se déroulait sans encombre. Le monde entier retenait son souffle, attendant la confirmation qu'ils étaient sur le point d'écrire l'histoire. Après 76 heures, Apollo 11 se plaça en orbite lunaire. L'équipage regarda par le hublot et vit la Lune remplir la surface. Ils étaient arrivés à destination. La prochaine étape serait la plus dangereuse. Il leur fallait atterrir. Chaque calcul, chaque heure d'entraînement et chaque risque allait désormais être mis à l'épreuve lors de la descente vers la surface. Le silence avant le premier pas. Lorsque Apollo 11 a atteint la face cachée de la Lune, le contact radio avec la Terre a été interrompu. Pendant quelques minutes, les 3 hommes à bord du vaisseau spatial se retrouvèrent complètement seuls. Aucun signal, aucune voix, aucun signe de vie provenant du centre de contrôle. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que des êtres humains se trouvaient aussi loin de toute autre forme de vie. D'après les comptes rendus de mission, même les conversations incessantes à l'intérieur de la cabine se sont tuées. L'équipage savait que si un incident survenait durant ces quelques minutes, personne sur Terre ne pourrait leur porter secours. Lorsque les communications ont été rétablies, le centre de contrôle a entendu les voix calmes et posées des astronautes. La phase suivante allait commencer. Armstrong et Aldrin rejoignirent le module lunaire baptisé Eagle. Collins resta à bord du module de commande en orbite seul, tandis que les 2 autres se préparaient à la descente. D'après les rapports, la séparation des 2 vaisseaux spatiaux s'est déroulée sans incident. Alors que Eagle entamait sa descente propulsée, des alarmes informatiques se sont déclenchées. Le système embarqué était surchargé et affichait une série de codes d'alerte inattendus. Sur Terre, les ingénieurs s'activaient sans relâche pour confirmer la poursuite de la mission. À l'intérieur du cockpit, Armstrong prit les commandes manuelles pour guider la descente.
Aldrin annonçait l'altitude et la vitesse avec une précision mécanique. Le carburant commençait à manquer. Si le moteur calait trop tôt, ils allaient s'écraser. À Houston, tous ceux qui écoutaient la radio pouvaient entendre leur respiration. Avec moins de 30 secondes de carburant restant, Armstrong trouva un endroit dégagé et posa l'atterrisseur à niveau. Puis, sa voix calme perça les interférences. « Houston, ici la base Tranquility. » L'Aigle a atterri. La salle de contrôle de mission a explosé de joie. Les ingénieurs ont applaudi, crié et pleuré. Partout dans ce monde, les chaînes de télévision ont diffusé l'événement en direct et des millions de personnes ont applaudi. Mais à l'intérieur du module lunaire, l'ambiance était différente. Les deux hommes regardaient, par le petit hublot, la surface grise qui s'étendait sous leurs pieds. Aucun son, aucun vent, aucun mouvement. Un paysage immobile s'étendant jusqu'à l'horizon. Selon plusieurs témoignages, Armstrong et Aldrin restèrent un moment silencieux avant de commencer leur liste de vérification post-atterrissage. Aldrin décrivit plus tard cette sensation comme à la fois exaltante et étrange, comme s'ils étaient arrivés dans un lieu qui n'appartenait à personne. Avant de sortir, Aldrin fit discrètement une demande au centre de contrôle. Il souhaitait quelques minutes pour un moment de recueillement personnel. Il fouilla dans son sac de vol, en sortit un petit nécessaire de communion, préparé par son Église, versa quelques gouttes de vin dans un calice et récita une courte prière. Ce bref instant passa largement inaperçu à l'époque, mais il marqua un événement unique dans l'histoire. Il s'agissait de la première cérémonie religieuse jamais célébrée sur une autre planète. Selon Aldrin, il souhaitait exprimer sa gratitude d'une manière personnelle et humaine, avant d'accomplir un acte inédit. L'étape suivante serait historique, mais elle confronterait aussi Aldrin à quelque chose de bien plus étrange que la science, le silence obsédant d'un monde vierge de toute vie. Magnifique désolation. Lorsque Buzz Aldrin descendit l'échelle du module lunaire, il s'attendait à un spectacle à couper le souffle. Au lieu de cela, il ne trouva que le vide. La surface était grise et plate, recouverte d'une fine poussière qui s'accrochait à tout. Il n'y avait ni bruit, ni air, ni mouvement. L'horizon semblait si proche, presque surnaturellement, qu'il eut un instant l'étrange impression de se trouver à l'intérieur d'un bol géant plutôt que sur une planète. Le spectacle n'avait rien de beau au sens où on l'imagine. C'était rude terne et inquiétant. Les bottes d'Aldrin s'enfonçaient dans la poussière, y laissant des empreintes nettes qui resteraient probablement visibles pendant des siècles. Il avançait lentement tâtonnant le sol, tandis qu'Armstrong installait l'appareil photo et le drapeau. Dans son casque, les voix de Houston semblaient lointaines et ténues, comme venues d'une autre époque. D'après les rapports de mission, Aldrin commentait à voix basse l'étrange texture du sol et la netteté des ombres. La lumière du soleil, sans aucune couche d'atmosphère, était d'une clarté aveuglante, mais le ciel était d'un noir absolu. Il n'y avait pas d'étoiles, seulement l'obscurité qui s'étendait à perte de vue. Lorsqu'Armstrong le rejoignit à la surface, les deux hommes commencèrent à installer le matériel pour les expériences et la photographie. Chaque geste exigeait une grande précision. À chaque pas, un nuage de poussière retombait aussitôt au sol. L'absence de vent figeait tout comme si le temps s'était arrêté. Même leur voix captée par la radio sonnait métallique et creuse. La Lune dira plus tard, Aldrin lui semblait davantage un lieu hors du monde qu'une autre planète. C'est durant ces premières minutes qu'il prononça les mots qui le hantraient toute sa vie, « magnifique désolation ». Cette phrase résumait parfaitement ce qu'il ressentait, un mélange d'étonnement et de profonde solitude. Le paysage était grandiose par son immensité, mais totalement désert. Il comprit qu'il se trouvait dans un lieu vierge de toute forme de vie, un endroit resté inchangé depuis des milliards d'années. Chaque empreinte qu'il laissait lui semblait intrusive, comme perturber un monde silencieux depuis la nuit des temps. Lorsqu'il leva les yeux vers la terre suspendue au loin dans le ciel noir, Aldrin la vit briller de bleu et de blanc sur le fond vide. Elle était petite et fragile, presque délicate. D'après des entretiens menés des années plus tard,
Cette vision a changé sa perception du monde. De là-haut, l'humanité entière semblait tenir dans une unique sphère brillante. Les frontières, les conflits, le tumulte de la civilisation, tout s'était évanoui en un point silencieux. Il confia plus tard qu'à cet instant précis, il avait compris que l'exploration ne consistait pas seulement à atteindre de nouveaux lieux, mais aussi à prendre conscience de notre petitesse et de notre fragilité. Mais alors même que le monde célébrait ce silence, cette immobilité immense et impitoyable le suivit jusqu'à chez lui et refusa de le quitter. Un fardeau qui ne s'est jamais levé. À leur retour sur Terre, les membres d'Apollo 11 furent accueillis en héros. Les défilés s'étendaient sur des kilomètres à travers New York et Chicago. Les drapeaux flottaient. La foule acclamait et les caméras de télévision suivaient chacun de leurs mouvements. Buzz Aldrin souriait et saluait la foule depuis l'arrière d'une voiture décapotable, sa combinaison d'astronaute argentée, brillant sous le soleil d'été. En apparence, il semblait fier. Au fond de lui, il restait prisonnier de ce monde silencieux. Le bruit de la foule ne pouvait combler le vide qu'il avait laissé derrière lui. Dans les semaines qui suivirent de la mission, Aldrin participa aux cérémonies traditionnelles réservées aux héros nationaux. Il rencontra des présidents, prononça des discours et reçut des médailles. Il serra la main de scientifiques, de généraux et d'enfants rêvant de devenir astronautes. Mais d'après ceux qui le connaissaient à l'époque, quelque chose avait changé chez lui. Lors des interviews, ses réponses étaient devenues plus brèves. Pendant les soirées, il restait souvent silencieux dans un coin, le regard perdu dans le vide. Certains amis disaient le trouver assis seul tard, le soir, plongé dans ses pensées, comme s'il était encore loin de tout. D'après ses collègues, même dans un cadre professionnel, Aldrin semblait parfois distant. Tandis qu'Armstrong et Collins géraient les médias avec aisance, Aldrin paraissait souvent agité. Il était poli, mais distant, son esprit vagabondant durant les conversations. Quelques-uns de ses amis proches ont confié plus tard qu'ils pensaient qu'il était hanté non par ce qu'il voyait, mais par ce qu'il comprenait. La Lune avait dissipé les distractions de la vie. À son retour, le monde ordinaire lui paraissait irréel. La célébrité n'avait fait qu'accentuer ce sentiment. Tout le monde voulait qu'il décrive la Lune, mais il ne trouvait jamais les mots justes. Il disait qu'expliquer cela lui semblait impossible car personne ne pouvait comprendre ce silence. Pour beaucoup, c'était un lieu de gloire. Pour lui, c'était un rappel de la petitesse de l'humanité. Il confia plus tard à un journaliste qu'il était difficile de revenir au supermarché et au feu de circulation après avoir contemplé l'infini. Le monde avait célébré son voyage, mais il peinait à reprendre le cours de sa vie. Durant les années qui suivirent, Aldrin lutta contre la dépression et ce qu'il décrivit plus tard comme un sentiment de perte. La mission était terminée, mais le silence l'avait suivi jusqu'à chez lui. D'après plusieurs témoignages, il passa de nombreuses nuits blanches à repasser l'atterrissage en boucle dans sa tête. Ses amis racontaient que parfois, son regard se perdait dans le ciel, comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait oublié. Il voyait en lui deux facettes, l'ingénieur qui croyait encore en la science et le philosophe, qui ne cessait de la remettre en question. Dans des entretiens ultérieurs, Aldrin a admis qu'il n'avait jamais vraiment quitté la Lune. Il a dit « Elle est toujours avec vous quelque part derrière vos yeux ». Ce sentiment, celui qui l'a brisé pendant des années, est le même qui l'a poussé à murmurer ces 6 mots des décennies plus tard, « La Lune n'est pas ce que vous croyez ». Pendant des années, ces mots ont été considérés comme une simple métaphore, jusqu'à ce que la science commence à mettre au jour des preuves qui semblaient indiquer qu'Aldrin avait peut-être raison. La révélation de la Lune n'est pas ce que vous croyez. Plus de 50 ans après Apollo 11, les scientifiques ont recommencé à observer la Lune. Cette fois, ils n'utilisaient ni fusées ni astronautes, mais des ordinateurs, des satellites et l'intelligence artificielle. Les anciennes mesures photos et échantillons de roches de l'époque Apollo ont été numérisées et analysées à nouveau grâce à un logiciel puissant.
Les découvertes de ces machines ont amené les scientifiques à remettre en question presque tout ce qu'ils croyaient savoir. Et de façon inattendue, elles ont confirmé ce que Buzz Aldrin avait ressenti le jour où il a posé le pied sur cette surface grise. L'une des premières surprises, est venue des instruments laissés sur Terre par les équipages d'Apollo. Dans les années 1970, des sismomètres ont enregistré de minuscules séismes lunaires provoqués par des impacts de météorites. Lorsque les chercheurs ont réexaminé ces données des années plus tard, ils ont constaté quelque chose d'étrange. À chaque impact sur la Lune, les vibrations ne s'estompaient pas aussi rapidement que sur Terre. Elles résonnaient pendant près d'une heure. Les ingénieurs de la NASA ont comparé ce son à celui d'une cloche. Ce comportement étrange laissait supposer que l'intérieur de la Lune n'était pas solide comme celui de la Terre. Il pourrait être stratifié de telle sorte que le son s'y propage différemment ou même être partiellement creux. Quelle que soit l'explication, il était clair que la structure de la Lune était bien plus inhabituelle que prévu. Puis vint la découverte qui établit un lien direct entre la Lune et la Terre. Grâce à de nouveaux outils d'analyse isotopique, les scientifiques ont comparé la composition chimique des roches lunaires avec celle de matériaux provenant des profondeurs de la Terre. La correspondance était quasi parfaite. Cela signifie que la Lune n'a pas été capturée dans l'espace. Elle est née de la Terre elle-même. Il y a des milliards d'années, une collision massive a probablement arraché un fragment de notre planète et l'a projeté en orbite. Ces débris sont devenus la Lune. Ce n'est pas un étranger qui tourne autour de nous, c'est un membre de la famille. Avec les progrès technologiques de nouvelles missions robotiques, ont repris l'exploration de la surface. L'atterrisseur indien Chandrayaan-3 et la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA ont utilisé des radars et des spectromètres pour sonder le sous-sol. Ils ont découvert de minuscules billes de verre formées par une ancienne activité volcanique. Ces billes contenaient des traces d'eau emprisonnées depuis des milliards d'années. Les scientifiques pensent qu'elles proviennent des profondeurs de la Lune, ce qui laisse supposer que son intérieur renferme encore de l'énergie chimique. Preuve qu'il s'agissait autrefois d'un monde actif et en constante évolution. En 2023, l'intelligence artificielle a permis d'analyser d'anciennes données Apollo sous un angle nouveau. Des algorithmes ont détecté de faibles motifs magnétiques à l'intérieur de roches lunaires, prouvant ainsi que la Lune possédait jadis un noyau en fusion qui générait son propre champ magnétique. Elle possédait un cœur qui battait autrefois tout comme celui de la Terre. Et les relevés radars de sa face cachée ont révélé des masses métalliques enfouies de la taille de montagnes vestiges, peut-être d'astéroïdes, qui l'ont percuté bien avant l'apparition de la vie sur Terre. Toutes ces découvertes ont profondément modifié notre vision de la Lune. Ce n'est pas un caillou inerte dérivant dans l'espace. C'est un fragment dynamique de l'histoire de notre planète, la moitié d'un tout brisé qui reflète encore qui nous sommes. Buzz Aldrin semblait l'avoir compris avant même que ces données n'existent. Quand il a dit « La Lune n'est pas ce que vous croyez », il ne s'agissait pas d'une énigme. Il décrivait une vérité que la science commence seulement à entrevoir. La Lune n'est pas séparée de nous. Elle est nous. Toutes ces découvertes ont changé la façon dont les scientifiques comprennent la Lune. On ne la considère plus comme un simple caillou inerte flottant autour de la Terre. De nouvelles preuves montrent qu'elle était autrefois vivante, animée de chaleur, de mouvement et d'activité, et qu'elle partage les mêmes origines que notre planète. Buzz Aldrin semblait le pressentir bien avant que les données ne le confirment. Quand il a dit « La Lune n'est pas ce que vous croyez », il ne cherchait pas le mystère. Il décrivait une simple vérité. La Lune et la Terre sont liées. Ce qui arrive, la Lune a toujours façonné l'autre. L'héritage des larmes. Ce que la Lune nous a appris. En tant que l'un des derniers astronautes d'Apollo, encore en vie Aldrin a utilisé sa notoriété pour transformer la vision de l'exploration spatiale.
Il a encouragé les nouvelles générations d'astronautes à préparer non seulement leur matériel, mais aussi leur esprit. Il a averti que l'espace pouvait mettre à l'épreuve le sens que l'on donne à la vie autant que les compétences. Son témoignage franc sur le poids émotionnel du retour sur Terre après un tel voyage a permis à la NASA de créer de nouveaux programmes de soutien psychologique pour les astronautes lors des missions de longue durée. Pour la première fois, l'agence a commencé à étudier non seulement la survie humaine dans l'espace, mais aussi l'adaptation des astronautes à leur retour. Aldrin devint également un fervent défenseur de la coopération transfrontalière. Il était convaincu que la Lune ne devait jamais appartenir à un seul drapeau ni à une seule nation. Dans ses discours, il la qualifiait de terrain d'entente de l'univers, un lieu qui rappelait à l'humanité ce qu'elle pouvait accomplir ensemble. Il a publiquement soutenu le programme Artemis de la NASA et les efforts internationaux visant à établir une base permanente sur la Lune. Pour lui, la prochaine ère de l'exploration ne devait pas être synonyme de compétition, mais d'unité. Ces réflexions ont été diffusées bien au-delà du monde scientifique dans les écoles et les musées du monde entier. Des enseignants ont cité ces paroles pour inciter les élèves à dépasser la simple technologie et à considérer la découverte comme une responsabilité morale. Des artistes, des cinéastes et des écrivains se sont inspirés de son expression « magnifique désolation » pour exprimer la beauté et la solitude des réalisations humaines. Grâce à Aldrin, l'histoire d'Apollo est devenue plus qu'un simple récit historique, elle est devenue une philosophie. Dans ces dernières années, Aldrin disait souvent que la plus grande leçon de la Lune concernait la Terre elle-même. Depuis l'espace, il a constaté la fragilité apparente de notre planète petite, lumineuse et solitaire. Il a rappelé à tous que l'exploration spatiale devrait nous inciter à mieux prendre soin du monde qui nous entoure. Ses larmes n'exprimaient pas la tristesse. Elles étaient un avertissement, un rappel et un espoir. Buzz Aldrin a démontré que la Lune ne se résumait pas à atteindre les étoiles. Il s'agissait d'apprendre ce que signifie être humain. À votre avis, qu'a réellement vu Buzz Aldrin sur la Lune? Et pourquoi cela le hante-t-il depuis? Partagez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour le prochain épisode.